Donc je vais me présenter d'abord, je m'appelle Philippe Benz, je suis responsable de KCIS en Suisse et ça fait 13 ans que je suis en Suisse. KCIS en Suisse, c'est 2 directions de fonds et une banque et en l'occurrence banque dépositaire. C'est les 30 secondes de marketing, je vous rassure, hein. Il n'y en aura pas plus. Je suis responsable des entités en Suisse et de la clientèle suisse pour le groupe. KCI, c'est un groupe qui appartient à 70% au groupe Crédit Agricole, le groupe français, et à 30% au groupe Santander. On est un groupe qui est spécialisé dans l'administration de fonds, dans la conservation d'actifs pour des institutionnels, que ce soit des caisses de prévoyance, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des banques et des assurances. Voilà. On a fini l'instant marketing et on peut passer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Ce n'est pas une présentation très formelle que vous allez voir aujourd'hui, c'est plutôt une boîte à idées. C'est comme ça qu'on a construit les choses, puisqu'on voulait en fait vous donner quelques pistes en termes de gouvernance. On va commencer par une petite mise en perspective, un rappel du cadre légal, on parlera des défis de la stratégie de placement, de l'organisation de la gouvernance, et sous la loupe, on s'intéressera à un produit qui, selon moi, est sous-utilisé en fait aujourd'hui par les institutions de prévoyance. C'est le fonds d'investissement suisse, pas luxembourgeois ou irlandais, mais suisse. Donc on fera une petite loupe là-dessus et je conclurai, puisque c'est en plus la dernière présentation de la journée. Voilà. Donc vous êtes confrontés aujourd'hui à des défis qui sont considérables, qui sont des contraintes légales de sécurité, qui sont les droits acquis des rentiers, qui sont la difficulté des rendements décents pour vos assurés, qui est aussi l'optimisation du ratio risque-rendement. Et enfin, c'est les attentes des régulateurs et des autorités de surveillance. Il y a une chose, personnellement, moi, que j'ai du mal à comprendre, c'est puisque moi, je suis un banquier, je suis directeur général d'une banque. Dans le monde bancaire, dans le monde des directions de fonds, on est dans un environnement qui est très 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 régulé. Vous l'êtes aussi, mais vous l'êtes un peu moins. Et je me dis toujours qu'à un moment, tout ça, ça va converger, puisque c'est les mêmes challenges que vous avez. Moi, en tant que directeur général d'une banque, j'ai un devoir d'activité irréprochable. Je pense que quand vous êtes membre d'un conseil de fondation, vous avez exactement la même responsabilité. Donc les moyens pour l'adresser sont très différents. On a eu une discussion avec quelques groupes dernièrement, notamment sur la responsabilité, parce que je m'interrogeais comment la responsabilité d'un membre d'un conseil de fondation peut être engagée. Et j'ai cherché des exemples, disons, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas on n'en parle pas beaucoup, mais en tant que membre d'un conseil de fondation, on a une responsabilité individuelle comme n'importe quel dirigeant d'une entité régulée par la FINMA. Donc voilà. Un petit rappel du cadre légal. Et sur ce point-là, j'ai envie de vous partager mon expérience. Mon expérience, c'est que quand je suis arrivé en Suisse en 2008, on m'a demandé de reprendre la direction générale d'une direction de fonds, une société qu'on avait achetée 2 ans avant. Et moi, je viens de Luxembourg. La prévoyance et la pension à Luxembourg, elle est assez simple, elle est étatique. Et donc c'est l'État qui s'occupe de ça, qui gère votre pension et qui vous dit régulièrement combien vous allez toucher à votre retraite. Je me suis retrouvé en Suisse dans une problématique assez intéressante, c'est que, en tant que directeur général de l'entité, je me suis retrouvé président de la commission de gestion, puisqu'on était dans une fondation collective et qu'on avait notre propre commission de gestion. Et la première chose, c'est 2007, qu'est-ce qui se passe ? On perd 30% des actifs en termes de valorisation de marché. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième effet qui se coule, c'est que mes prédécesseurs avaient pris la décision de confier un mandat de gestion de 15% à un GFI. Le dit GFI avait pris ces 15% et les avait mis dans ce qu'on appelle un fonds d'investissement, mais un fonds d'investissement géré par Fairfield. Donc pour les gens qui ne se souviennent pas qui est Fairfield, Fairfield, c'est le plus gros feeder de Madoff. Voilà. Et il y a un troisième effet qui n'est pas lié à la gestion des actifs, mais qui est plutôt lié à la gestion du passif, c'est que quand vous avez un nouveau DG qui arrive dans une boîte, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un renouvellement pratiquement en totalité du comité de direction, donc in fine, vous avez tous les plus hauts salaires qui sont amenés à sortir. Voilà. Donc la fondation collective avec qui on travaille a pris la bonne décision, comme ça lui permettait, et ils ont mis la caisse en liquidation partielle pour éviter que les sorties des cadres plombent encore plus ce genre de choses. Donc
parle d'actifs, on parle de passifs. J'entendais des messieurs tout à l'heure qui parlaient d'ALM, des choses comme ça, mais c'est simple que les responsabilités que vous avez en tant qu'organe paritaire reposent sur 4 principes cardinaux de la LPP, à travers l'article 71, la sécurité des placements, le rendement raisonnable, la répartition des risques et les couvertures des besoins prévisibles de liquidité sur les futurs rentiers que vous allez avoir, qui à un moment vont sortir, soit en capital ou non. Voilà. Donc, si vous replacez ça dans le cadre du petit exemple personnel que je vous ai donné, je vous rassure, tout va bien. Depuis, on a changé de caisse, on est passé dans la caisse du groupe et on a un taux de couverture qui est de 115%. Donc on s'en est pas trop mal sorti de cette étape-là. On va parler des défis de la stratégie de placement. Et il y a 5 points qu'on va évoquer sur la défi des stratégies de placement, qui sont la perte durable suite aux taux négatifs et les problématiques de taux fixes, les risques accrus sur les investissements traditionnels en valeur réelle, et la recherche de diversification des nouvelles sources de rendement, la maîtrise des coûts, et puis je vais vous faire grâce du dernier point, parce que je pense qu'on vous a assez parlé de ESG depuis hier, donc on passera directement à autre chose par rapport à ce point-là. Voilà. Il y a une dimension aussi qui, je trouve, qui est très intéressante, qu'il faut aussi considérer dans tout ça, c'est qu'en dehors de parler d'allocation d'actifs, de ratio risque-rendement, on oublie bien souvent que chaque instrument financier a un fonctionnement propre. C'est-à-dire que dans une term sheet d'un produit structuré, il vaut peut-être mieux lire les dernières phrases, parce que c'est bien souvent là qu'on a aussi des surprises. Mais aussi, je voudrais partager une expérience qui est une expérience sur les hedge funds. En 2008, on a beaucoup parlé, on en parle encore un peu, il y a encore un peu des hedge funds, des choses comme ça, mais si on regarde ce qui s'est passé en 2008 avec du recul, on va juste voir ce qui s'est passé. Oui, le marché est tombé. Qu'est-ce que ça a créé? Il y a une demande forte des investisseurs de racheter leur part. Et après, il y a toute une série de situations qui se sont retrouvées dans l'ensemble des hedge funds. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le droit cardinal d'un investisseur de sortir d'un fonds, tout d'un coup, il devient remis en cause parce que tous ces fonds-là ont une particularité, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'on appelle un gate. Ils peuvent dire, moi, pour payer les rachats, même si j'ai un préavis de 30 jours pour annoncer le rachat, le temps de réaliser les actifs, et j'ai tellement de demandes maintenant, que je vais prendre mon temps. Et que je vais, au fur et à mesure du temps que je vais réaliser les actifs, vous payer. Donc ça crée déjà un délai que vous n'aviez pas anticipé. Et vous continuez à porter le risque, puisque les actifs n'ont toujours pas été réalisés, et vous ne savez toujours pas à quelle sauce vous allez être mangé. Après, il y a un deuxième effet qui se passe par rapport à ça, c'est qu'une fois que le gérant a fait cet exercice-là, il va se rendre compte de quoi? C'est que dans son portefeuille, il a des actifs qui ne sont pas liquides, qu'il n'arrive pas à vendre. Il n'y a plus de marché, il n'y a pas d'acheteur, il n'y a rien, il ne peut pas s'en séparer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une side pocket. C'est-à-dire que vous aviez une participation dans un fonds que vous essayez de vendre, et vous ne pouvez pas la vendre parce qu'il vous a mis un gate, et en plus, quand il va finir par les vendre, il va vous dire, mais by the way, j'ai fait une side pocket parce qu'il y a une partie des actifs, 10, 20, 30, 40, 50%, ça dépend des fonds, sur lesquels je vais être en side pocket. Et là, je vais attendre, des fois longtemps. Moi, j'étais administrateur de fonds luxembourgeois alternatifs. Le dernier fonds où j'étais administrateur, il a liquidé l'année dernière. C'est-à-dire le temps qu'on liquide les side pockets, vous voyez le nombre d'années que ça prend. Après, il y a un troisième effet qui n'est pas forcément connu, et vous avez peut-être connu ça par expérience, c'est que est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de clawback? Voilà. Le clawback, c'est une disposition juridique qui existe dans les pays anglo-saxons généralement, qui permet, à partir du moment où le fonds est parti en liquidation, vous avez un liquidateur qui est nommé dans le fonds, et le liquidateur va réaliser ses actifs pour pouvoir payer les derniers investisseurs qui sont encore là. Mais il a aussi une autre possibilité qu'il va utiliser, parce qu'ils l'utilisent tous. Il a le droit de revenir 5 années en arrière. Il va revenir 5 années en arrière, il va regarder tous les rachats qu'il y a eu dans le fonds, et il va se retourner vers chacun des investisseurs, et il va leur dire, quand vous êtes sortis avec la connaissance
que le fonds était survalorisé. Et donc, à ce titre-là, vous êtes sorti de manière indue. Vous allez dire, mais non, je n'étais pas informé. Mais la manière dont il le fait pour vous contraindre, c'est qu'il vous lance une procédure juridique aux États-Unis. Et donc, vous allez être obligé de vous défendre par rapport à ça, engendrer des coûts d'avocat. L'expérience que moi j'ai connue par rapport à ça dans un cas précis, c'est qu'on avait racheté pour 2 millions de dollars sur les 5 années précédentes. Il est venu nous attaquer en nous réclamant 1 million de dollars en disant que le fonds savait, que je représentais, savait que les actifs étaient surévalués, ce qui n'était pas le cas. On s'est défendu et on a arrêté les frais après 250 000 dollars de frais d'avocat et on s'est retourné vers lui pour trouver un accord et on a payé 500 000 dollars. Ce que je raconte là n'a qu'un seul but. C'est d'étayer ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment, il faut comprendre comment un instrument financier fonctionne et dans les pires des situations, qu'est-ce qui se passe. Parce que la notion de risque-rendement qui est partie en fumée vous laisse quand même avec une notion de risque qui est très importante dans ce cas de figure. Les risques accrus sur les investissements traditionnels en valeur réelle. Qu'est-ce qu'on veut, de quoi on veut parler ici? C'est quoi le message? Je vais surtout parler d'immobilier indirect et d'immobilier direct. Aujourd'hui, la fortune des institutions de prévoyance représente de l'ordre de 950 000 milliards d'actifs de francs suisses. Les caisses sont en moyenne investies à 30% dans l'immobilier direct ou l'immobilier indirect. La valeur des actifs immobiliers indirects cotés en bourse, que ce soit société immobilière ou fonds, c'est 60 milliards. C'est 60 milliards. Donc, aujourd'hui, on est dans un cadre des actifs réels immobiliers en Suisse, qui est celui de la Suisse, c'est-à-dire que vous avez, vous, les institutions de prévoyance, qui, pour garder leur allocation, doivent investir pour tenir leurs 30%, trouver des fonds, trouver des objets, dans un marché qui est fortement tendu. Puisque qu'est-ce qu'on voit depuis des années? Les rendements bruts descendent sur les immeubles. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a les compagnies d'assurance qui sont aussi là et qui investissent aussi dans l'immobilier, qui viennent en grande partie de régler leurs problèmes de solvency en utilisant le véhicule fonds d'investissement pour sortir de leurs actifs, de leur balance sheet, les actifs immobiliers. Pour rappel, une compagnie d'assurance et avec la solvabilité, le Swiss Solvency, la FINMA a demandé aux assurances, sur 1 franc d'investissement dans l'immobilier, de mettre face à ça 1 franc de fonds propres. Swiss Life, plus gros investisseur avec un parc énorme, je veux dire, vous pouvez imaginer ce qu'ils ont dû porter pendant des années, puisque maintenant ils ont trouvé une solution, ils ont créé un fonds et ils ont ouvert leur fonds au public, donc ils ne se retrouvent plus dans la problématique de solvency. Donc les actifs réels, aujourd'hui, c'est dans quoi j'investis, où je les trouve. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y en a avec des niveaux de rendement? On voit des transactions immobilières qui se font à des niveaux de rendement de 1,5, 2, brut. Donc il y a un vrai danger aussi, quelque part, qui est lié à ces actifs-là. Après, si on regarde les caisses de pension qui ont pris la décision de sortir de Suisse et d'aller investir dans l'immobilier en dehors, aux États-Unis, dans l'Union européenne, vous allez forcément vous retrouver avec le risque de change, vous allez forcément vous retrouver aussi avec une problématique de technicité qui n'est pas la même selon les marchés dans lesquels vous allez être. C'est un peu le thème que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire quand on parle de diversification et sur les nouvelles classes d'actifs, c'est aussi la compréhension de la classe d'actifs, pas seulement dans ce ratio risque-rendement, mais aussi dans comment ça fonctionne, comment ça se traite, comment c'est inhérent, qu'est-ce qui est risqué et comment ça fonctionne. Voilà. Alors forcément, si on parle de maîtrise des coûts et de gestion irréprochable des prestataires de tiers, il y en a plein des prestataires dans votre monde. Il y en a plein. Des conseillers, il y en a plein. Il y a des custodians comme nous et des choses comme ça. Je peux vous donner un exemple. Est-ce que vous êtes certain, dans la relation que vous avez avec votre custodian, que le tarif qu'il vous a donné, c'est vraiment les seuls revenus qu'il génère sur vos activités?
est-ce que c'est vraiment juste les points de base qui vous demandent de payer pour conserver ces actifs et les commissions qu'il prend pour traiter les transactions qui sont gérées par d'autres? Est-ce que c'est juste les seuls frais qu'il va prendre? Aujourd'hui, le marché a plein d'indicateurs pour calculer les total expense ratio, les coûts, ce genre de choses. Est-ce que ces indicateurs-là regroupent l'ensemble des coûts? L'ensemble des coûts, y compris sur la partie transactionnelle? Je ne suis pas certain que les frais de brokerage, les frais, les marges de change et les marges de taux, même si on est dans les taux négatifs, sont vraiment aujourd'hui des informations qui sont transparentes et qui sont données. Donc, message ici, c'est oui, les coûts, oui, mais est-ce que c'est juste les coûts qu'on voit ou est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Vous avez une obligation essentielle sur la stratégie d'investissement, sur l'organisation irréprochable, et puis je voudrais juste livrer quelques réflexions. J'ai déjà touché le premier point, c'est la compétence. La compétence, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens incompétents, mais est-ce qu'il n'y a pas une addition de compétences à apporter dans les organisations pour couvrir l'ensemble des problématiques qui sont liées à l'actif et au passif? Au passif, je veux dire, on sait très bien qu'il y a une pléthore et un nombre assez important de gens qui sont capables de vous aider et de vous accompagner sur des problématiques d'ALM. Mais à l'actif, ok, oui, il y a des gens qui vont vous dire, moi je suis capable de gérer pour vous, mais encore. Est-ce qu'ils sont capables de vous former, de vous expliquer qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font et quels sont les risques que vous portez, qui ne sont pas seulement les risques financiers, c'est aussi les risques qui sont inhérents au produit. La curiosité et le courage, c'est de pouvoir trouver des nouvelles classes d'actifs ou même des sous-classes d'actifs. Je veux dire, aujourd'hui, si vous prenez la situation post-Covid ou encore Covid, et je reste sur l'activité immobilière, la FINMA a demandé aux fonds d'investissement l'an dernier de discloser dans leur rapport annuel une note spécifique sur le risque qu'ils portent lié au Covid. On a des comportements très différents selon les secteurs de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier, les risques sont à hauteur de 1% sur les loyers. Le secteur du commercial, il y a des risques plus ou moins importants selon les activités. Sur le retail, c'est un peu plus compliqué. Je veux dire, quand je parle de retail, je parle de magasins, de restaurants, ce genre de choses. Malheureusement, on a vu quand même beaucoup de magasins et beaucoup de restaurants fermés, ce genre de choses. Après, il y a des choses qui, eux, n'ont aucun risque. C'est typiquement les entrepôts, les lieux de stockage, tout ce genre de choses. Voilà. La loupe, aujourd'hui, je vais la faire sur les fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, pas en forme juridique de l'investissement que vous allez faire, in fine, parce que dans l'allocation stratégique, pour chercher une exposition, on peut aller, si on n'a pas la taille, utiliser un fonds puisqu'on a l'exposition. Mais le fonds d'investissement comme outil de structuration pour une institution de prévoyance. On sait qu'il y a à peu près 30% aujourd'hui des actifs des institutions de prévoyance qui utilisent la forme juridique du fonds d'investissement, que ce soit le fonds contractuel ou la SICAV. Avadis utilise le modèle de la SICAV, c'était les premiers à utiliser le modèle de la SICAV, où quelque part leur allocation stratégique et toutes les classes d'actifs, ils ont créé quand c'était possible, parce qu'il y a peut-être certaines limitations, des compartiments pour chacune des classes d'actifs. Et ils utilisent la structure du fonds d'investissement pour ça. Maintenant, je vais vous expliquer quels sont les avantages de faire ça. Les avantages, ils sont fiscaux, ils sont réglementaires, ils sont en termes de pooling, et quand je parle de pooling ici, je parle vraiment de la capacité à faire beaucoup de choses en termes de pooler des investissements et pooler aussi différentes caisses de pension. Des accès à des classes alternatives et aussi une possibilité d'intégrer un effet de levier. Les avantages fiscaux, c'est quoi? Le premier, c'est le droit de timbre, il n'y en a pas dans les fonds d'investissement. Il n'y en a pas. Donc ça, c'est non seulement un avantage, mais il y en a un qui est encore plus important et qui est très méconnu. Je vous donne un exemple très concret. Vous prenez le même gérant. Vous avez eu des gérants qui sont venus vous voir ces derniers temps. Il y a des gérants qui ont souvent des fonds qui sont les mêmes dans différents domiciles de fonds et qui gèrent, bien souvent, c'est le même gérant qui gère ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Un fonds MSCI World Index qui investit dans les actions monde.
dans toute une série de pays, avec une forte pondération américaine, mais tous les plus grands pays développés, et plus on va aller vers les marchés émergents, plus on va être dans des petites capitalisations. Le jour où vous créez un fonds comme ça, si vous le créez à Luxembourg ou en Irlande, ou si vous le créez en Suisse, vous n'avez pas commencé à gérer le fonds, vous avez déjà une différence de performance de 100%, de 100 points de base. 100 points de base, 1% de différence de performance. Pour une seule raison unique. Quand un fonds luxembourgeois achète une action IBM, qu'il perçoit un dividende, il va payer 30% de taxes sur son dividende. Quand un fonds suisse réservé à une institution de prévoyance ou aux institutions de prévoyance investit dans la même action IBM et touche le même dividende, il va payer 0% de taxes. Cette différence-là, elle fait juste 100 points de base. Si on prend l'ensemble des pays du MSCI World Index et que vous regardez les différences de traités de double imposition, la Suisse a des traités qui sont plus favorables. Pas plus favorables en général que le Luxembourg ou que l'Irlande, mais simplement ils ont réussi à vous intégrer dans les traités de double imposition. Alors que si on prend la plupart des traités de double imposition dans l'Union européenne, la plupart du temps, les fonds ont été exclus. Et les quelques pays qui incluaient leurs fonds domestiques et qui n'incluaient pas les autres, comme la France, ont été condamnés par la Cour de justice il y a presque 10 ans maintenant, d'appliquer ce traitement à l'ensemble des fonds. Mais ça ne fait rien. Si vous prenez juste les États-Unis, le Japon et un certain nombre d'autres pays, le fonds suisse a un avantage qui est beaucoup plus important. Après, vous avez un avantage réglementaire. L'avantage réglementaire, c'est que vous êtes sur un fonds qui est supervisé, qui est suisse, qui est supervisé par le régulateur. Vous êtes en Suisse et vous avez un produit qui est suisse. Voilà. Et vous rentrez dans le cadre là. Il y a une grosse évolution qui est en train d'être faite, puisque la votation était hier dans les chambres, et qu'il y a eu 0 voix contre sur la loi, c'est le LKIF. Le LKIF, on ne connaissait pas la signification de l'anagramme, c'est Limited Qualified Investor Fund. Voilà. Donc la Suisse s'est enfin dotée d'un outil souple en matière de fonds d'investissement. La souplesse, elle est essentielle sur la constitution et l'autorisation du fonds. C'est-à-dire que c'est un fonds qui ne nécessite pas une autorisation préalable de la FINMA. Aujourd'hui, quand vous créez un fonds, dans n'importe quel pays, vous êtes obligé de demander l'autorisation au régulateur. Sauf si vous utilisez à Luxembourg ou en Irlande les RAIF, les PIF, et maintenant en Suisse, le LKIF qui vous permet de faire ça. L'avantage aussi, c'est que si vous êtes plusieurs caisses de pension et que la taille que vous avez ne vous permet pas d'adresser une classe d'actifs, si ce n'est en allant chercher des fonds et une exposition indirecte au marché que vous recherchez, là, vous pouvez pooler. Vous pouvez être à plusieurs à rentrer dans le fonds et vous avez plus d'actifs et donc vous pouvez investir de manière directe et plus de manière indirecte. Vous avez aussi un accès aux classes alternatives, c'est le même principe, c'est-à-dire que si vous avez une difficulté de taille, à plusieurs, vous aurez peut-être la taille qui vous permettra d'accéder à des tailles d'actifs plus conséquentes. L'immobilier, pour certaines petites, moyennes caisses, c'est compliqué d'avoir de l'immobilier direct, d'avoir de l'immobilier indirect. C'est un moyen aussi de s'associer à plusieurs et de ramener et de gérer ça de manière collective, parce que c'est le principe d'un fonds, en donnant le mandat à un gérant immobilier. Et enfin, vous avez une possibilité d'intégrer une dimension de levier. Si je reste sur l'immobilier, si je prends un fonds immobilier public aujourd'hui en Suisse, il peut aller jusqu'à un tiers d'endettement. Un fonds immobilier réservé à des investisseurs qualifiés, il peut aller jusqu'à 50% d'effet de levier. Avant, c'était 75%, aujourd'hui, c'est 50%. Donc, il y a un vrai avantage par rapport à ça. Je parle de fonds parce que je pense que ça vous parle, je veux dire, le monde du fonds, parce que souvent, le sous-jacent qui est utilisé dans votre allocation d'actifs et dans votre stratégie d'investissement, si vous ne conviez pas un mandat à un gérant, ou vous sélectionnez un gérant, il va vous dire, allez dans le fonds. J'ai un fonds qui a tel critère, à Luxembourg, allez dans ce fonds-là.
Vous utilisez souvent en fait ce moyen en termes de mise en œuvre de l'action stratégique que vous avez. Quels sont les contrôles pour l'institution de prévoyance dans un modèle de fonds? Eh bien, vous contrôlez le fonds. Il est mieux suivi et appréhendé s'il est en Suisse. Après, c'est certain que s'il est à Luxembourg et que vous êtes sur un modèle SICAV à Luxembourg, il faut créer un conseil à Luxembourg, il faut utiliser une société de gestion AIFM ou UCITS à Luxembourg. C'est un peu plus compliqué. Mais la situation suisse est plus simple. Et après, si vous ne voulez pas être dans un modèle de fonds contractuel, qui est le modèle historique en Suisse des fonds d'investissement, depuis 2007, la Suisse a enfin créé la structure juridique de la SICAV, et la SICAV vous permet de créer une structure en détenant le capital entrepreneur et en contrôlant vous-même le produit. C'est-à-dire que vous avez un conseil d'administration, vous contrôlez le produit, il n'y a personne d'autre que vous qui peut décider quoi que ce soit. Sur le fonds contractuel, en théorie, c'est plus compliqué parce que c'est la direction de fonds et la banque dépositaire qui signent le contrat de fonds, mais la pratique veut aujourd'hui, depuis des années, que les directions et les banques dépositaires signent ce qu'on appelle des sponsorship agreements, où quelque part la propriété légale que le promoteur du fonds n'a pas, on lui rend par un contrat, tout simplement. Et ensuite, quelles contraintes et surveillance au niveau des structures choisies? Et j'insiste beaucoup, le LKIF, c'est une vraie solution, je pense, qui est importante pour le marché. La MAS, qui est l'Asset Management Platform de Suisse, a fait un communiqué de presse ce matin là-dessus. Voilà, et je vais conclure. Donc vous êtes confronté à des défis considérables dans le domaine du placement. Je pense qu'il y a une situation conjoncturelle avec le Covid, avec les taux négatifs, qui est clé. Vous êtes soumis au défi d'une gouvernance efficace et irréprochable, avec des nouvelles catégories de placement en gérant des coûts avec une gestion des coûts irréprochables. Et mon idée, c'est n'oubliez pas le placement de collectif suisse, parce qu'il peut offrir, en tout cas pour les institutions de prévoyance, une vraie solution. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne fin de séminaire. Et vous remercier.